Chapitre 65. Pendant mon absence, on était venu m'offrir une place de deuxième ou troisième clerc, je ne sais plus bien, chez monsieur Lefebvre, notaire à Crépy. Cette place était bien avantageuse, on était nourri et logé. Ainsi, ma nourriture était devenue une telle charge pour ma pauvre mère qu'elle consentait pour la seconde fois à se séparer de moi pour économiser cette nourriture. On me fit mon petit paquet, pas beaucoup plus gros que celui d'un Savoyard qui quitte les montagnes, et je partis. Il y avait 3 lieues et demie de Villers-Cotterêts à Crépy. Je fis le chemin à pied, et j'arrivai un beau soir chez monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre était à cette époque un assez bel homme de 34 à 35 ans, très brun de cheveux, très pâle de visage, très usé de corps. On reconnaissait en lui l'homme qui a longtemps vécu à Paris et qui a pris beaucoup de ses plaisirs permis, mais encore plus de ses plaisirs défendus. Quoique confiné dans une petite ville de province, M. Lefebvre était ce qu'on pourrait appeler un notaire de la haute école. Grande façon avec les clients, grande manière avec nous, gestes élégants et dominateurs avec tout le monde. M. Lefebvre semblait dire à tous ceux que leurs affaires amenaient chez lui « Appréciez l'honneur que je vous fais à vous et à votre ville en descendant à être notaire dans un chef-lieu de canton quand j'aurais pu être notaire à Paris. » Il y avait surtout chez M. Lefebvre une chose qui me ravissait d'admiration, c'est qu'il faisait 8 à 10 voyages par an dans la capitale, comme on disait à Crépy, et que jamais il ne s'abaissait à prendre la diligence. Quand l'envie de la locomotion le prenait, il appelait le jardinier. « Et Pierre, disait-il, je pars demain, ou ce soir, pour Paris, qu'à telle heure les chevaux de poste soient au cabriolet. » Pierre partait, à l'heure dite les chevaux arrivaient, éveillant tout le quartier avec leurs grelots. Le postillon, qui n'avait pas encore abdiqué la queue poudrée et la veste bleue à revers rouge et à boutons d'argent, se mettait lourdement en selle avec ses grosses bottes. Monsieur Lefebvre, enveloppé d'un grand manteau, s'étendait nonchalamment dans la voiture, prenait une prise de tabac dans une boîte d'or, laissait tomber de ses lèvres ce mot « Allez !» et sur ce mot, le fouet claquait, les grelots tintaient, et pour 3 ou 4 jours, la voiture disparaissait l'angle de la rue. Jamais M. Lefebvre ne disait le jour ni l'heure de son retour. Il revenait à l'improviste et aimait à surprendre son monde. C'était du reste un assez brave homme que M. Lefebvre, froid, exigeant, mais juste, refusant rarement les congés qu'on lui demandait, mais ne pardonnant pas, comme on le verra, les congés qu'on prenait sans les lui demander. La mère de mon beau-frère habitait Crépy. C'était pour moi une entrée toute ouverte dans le petit monde de cette ville. Hélas, hélas, quelle différence avec ce triple monde de Villers-Cotterêts dont j'ai parlé, et surtout avec notre charmant petit monde à nous. Toute cette bonne famille Millet, chez laquelle nous étions venus chercher un asile pendant la première invasion, avait disparu. La mère, les 2 frères, les 2 sœurs, tout cela avait quitté Crépy et habitait Paris. J'y ai revu la mère et la sœur aînée, elles étaient dans la misère. Je m'ennuyais fort au sein de l'ancienne capitale du Valois, si fort qu'il m'arrivait bien souvent le samedi soir de prendre mon fusil et de m'en aller en chassant coucher à Villers-Cotterêts chez ma mère. Puis le lundi matin à 6 heures, je reprenais mon fusil et, toujours chassant, je rentrais chez maître Lefebvre pour l'ouverture de l'étude. Cela dura 3 mois, ainsi. J'avais une jolie chambre prenant jour sur un jardin plein de fleurs, le soleil du soir donnant dans cette chambre, du papier, de l'encre et des plumes à foison sur ma table, bonne nourriture, assez bon visage, et cependant je sentais qu'il me serait impossible de vivre ainsi. Dans une de mes excursions dominicales, je tournai vers Ermenonville. Ermenonville est située à 6 lieues de Crépy à peu près, mais qu'était-ce que 6 lieues pour des jambes comme les miennes? Je visitais la terre historique de M. de Girardin, le désert, l'île des Peupliers, le tombeau de l'inconnu. Le côté poétique du pèlerinage ranima un peu ma pauvre muse engourdie, papillon blême et mal vivant, sortant de sa chrysalide en janvier au lieu d'en sortir en mai.
Je me mis au travail. J'écrivis moitié prose, moitié vers, et sous l'inspiration d'une charmante jeune fille de la société, nommée Athénaïs, laquelle n'en sut jamais rien, un mauvais pastiche des lettres à Émile par de Moustier et des voyages du chevalier Bertin. L'œuvre finie, je l'envoyai à Adolphe. Puisque je ne pouvais pas arriver par le théâtre, peut-être arriverai-je par la librairie. Cela était baptisé du titre essentiellement nouveau de Pèlerinage à Ermenonville. Adolphe, tout naturellement, n'en put tirer aucun parti. Il le perdit, ne le retrouva jamais, et fit bien. Il me serait impossible de m'en rappeler un mot. Au reste, Adolphe ne réussissait pas mieux que moi. Toutes ses espérances, à lui aussi, tombaient les unes après les autres, et il m'écrivait que nous n'arriverions jamais qu'ensemble. Mais pour y arriver, il fallait partir. Et comment partir de Crécy pour Paris, avec l'état de mes finances qui ne s'élevait jamais dans mes beaux jours de recettes maternelles au-delà des 8 ou 10 francs. Il y avait donc impossibilité matérielle. Mais les mystères de la Providence sont infinis. Un samedi du mois de novembre, M. Lefebvre nous annonça, à sa manière habituelle, en ordonnant à Pierre de faire venir les chevaux pour le lendemain à 7 heures du matin, un de ses voyages mensuels à Paris. Presque en même temps qu'il donnait cet ordre, à la fin du dîner, comme d'habitude encore, la cuisinière entra et annonça qu'un de mes amis me demandait. Je sortis. C'était Paillet, mon ancien maître clerc. Comme moi, il avait quitté maître Menson. Il habitait momentanément sa ferme de V, où il avait un logement au haut d'une tour, près de laquelle la tour de Madame Balborough, si célèbre qu'elle soit, était bien peu de chose. C'était en effet une tour merveilleuse que cette tour de V, reste inébranlable de quelque château fort du XIIe siècle, vieux nid de vautours, habité aujourd'hui par les corbeaux. Palais était venu à cheval pour savoir le prix des grains, je crois. Il était bien de temps en temps premier clerc en province ou second clerc à Paris, mais son état réel, son véritable état, était d'être propriétaire. Nous allâmes faire un tour du côté des remparts. J'étais en train de lui conter toutes mes douleurs, auxquelles ce cher ami, qui m'aimait de tout son cœur, compatissait de son mieux, quand tout à coup je me frappai le front. « Ah, mon cher, m'écriai-je, une idée. Laquelle ? Allons passer 3 jours à Paris. Et ton étude ? Monsieur Lefebvre part lui-même demain pour Paris. Il reste habituellement 2 ou 3 jours dehors. Dans 2 ou 3 jours, nous serons revenus. » Paillet fouilla dans ses poches et en tira 28 francs. « Voilà, dit-il, tout ce que je possède. Et toi ? » ?»« Moi, j'ai 7 francs. 28 et 7, 35. Comment diable veux-tu que nous allions à Paris avec cela ? Nous avons déjà pour 30 francs de voiture, rien qu'à aller et revenir. Attends donc, j'ai un moyen. Lequel ? Tu as ton cheval. Oui. Nous mettons nos habits dans un porte-manteau, nous prenons nos vestes de chasse et nos fusils, et nous nous en allons en chassant. En route, nous mangeons le gibier, et nous ne dépensons rien. Comment cela ? C'est bien simple. D'ici à Dammartin, n'est-ce pas, nous tuons un lièvre, 2 perdrix et une caille. J'espère que nous tuerons mieux que cela. Moi aussi, je l'espère bien, mais je cote au plus bas. Nous arrivons à Dammartin, nous faisons rôtir le derrière de notre lièvre, nous mettons le devant en civet, nous buvons, nous mangeons, et après ? Après, nous payons notre vin, notre pain et notre assaisonnement avec les 2 perdrix, et nous donnons la caille pour boire aux garçons. Il ne faut donc s'inquiéter que de ton cheval. Eh bien, avec 3 francs par jour, on enverra le jeu. Mais pour qui diable nous prendra-t-on ? Pardieu, pour des écoliers en vacances. Mais nous n'avons qu'un fusil. Mais c'est ce qu'il nous faut. Un seul de nous 2 chasse, l'autre le suit à cheval. De cette façon, il y a 16 lieues d'ici à Paris, cela nous en fait 8 à chacun. Et les gardes champêtres. Ah, le bel empêchement. Celui de nous 2 qui est à cheval les aperçoit de loin, il en prévient celui qui chasse. Le cavalier descend de son cheval, le chasseur y monte, pique des 2, et avec un temps de galop sort du terroir. Quant au cavalier, le garde champêtre vient à lui et le trouve cheminant les mains dans les poches. « Que faites-vous là, monsieur ?»« Moi, vous le voyez bien. »« N'importe, dites. Je me promène. »
Tout à l'heure, vous étiez à cheval. Oui, mais maintenant, vous êtes à pied. Oui. Est-ce défendu, après qu'on s'est promené à cheval, de se promener à pied? Ah non, mais vous n'étiez pas seul. C'est possible. Votre compagnon chassait. Croyez-vous? Ah, parbleu, le voilà là-bas avec son fusil. Ah, mon cher monsieur, s'il est là-bas à cheval avec son fusil, courez après lui et tâchez de l'arrêter. Mais je ne peux pas courir après lui et l'arrêter, puisqu'il est à cheval et que je suis à pied. En ce cas, vous ferez mieux, mon ami, d'aller jusqu'au premier village et de boire une bouteille de vin à notre santé. Sur ce, toi et moi, nous allongeons au brave homme une pièce de 20 sous que nous passons dans les profits et pertes. Le garde champêtre nous tire sa révérence, s'en va boire à notre santé, et nous continuons notre chemin. Ah, tiens, dit Paillet, ce n'est pas mal imaginé, cela. On m'a dit que tu faisais des pièces. Je poussai un soupir. Ah, c'est justement pour aller demander à Deleven des nouvelles des pièces que j'ai faites que je veux aller à Paris. Eh bien, une fois à Paris... Oh, interrompit Paillet, une fois à Paris, j'ai un petit hôtel rue des Vieux Augustins, où je descends d'habitude et où l'on me connaît. Une fois à Paris, je ne suis donc pas inquiet. Alors, c'est dit. Ah, ma foi, oui, ce sera drôle. Partons-nous pour Paris? Nous partons. Eh bien, alors, mieux que cela, au lieu de partir demain, partons ce soir. Nous irons coucher à Ermenonville, et demain soir, en partant de bon matin d'Ermenonville, nous pouvons être à Paris. Partons ce soir. Nous rentrâmes, Paillet à l'hôtel pour faire sceller son cheval, moi chez maître Lefebvre pour prendre mon fusil et m'habiller en chasseur. Une chemise, une redingote, un pantalon et une paire de bottes furent envoyés par l'intermédiaire du troisième clerc à Paillet, qui en bourra un porte-manteau. Après quoi j'allai, mon fusil sur l'épaule, attendre Paillet à l'extrémité de la ville. Paillet parut bientôt. Il était trop tard pour chasser. Nous ne songeâmes tous deux qu'à gagner du pays. Je sautai en croupe. 2 heures après, nous étions à Ermenonville. C'était la 2e ou la 3e fois que je venais à l'hôtel de la Croix. Autant que je puis me le rappeler, je n'étais pas une excellente pratique, mais enfin, je n'avais pas de mauvais antécédents, au contraire. Nous fûmes bien reçus, une omelette, une bouteille de vin et du pain à discrétion constituaient notre souper. Le lendemain, notre compte, cheval compris, se montait à 6 francs, restait 29. Nous nous regardâmes, Paillet et moi, avec un air qui voulait dire « Ah, comme cela s'en va à l'argent !» Et après 2 ou 3 mouvements de la tête des plus philosophiques, nous nous remîmes en route, piquant droit sur Dammartin, où nous devions déjeuner. Mais le déjeuner ne nous inquiétait pas, il était dans le canon de notre fusil, et nous saurions bien l'en faire sortir. C'était une terre très giboyeuse et parfaitement gardée que celle d'Ermenonville. Aussi, à peine eûmes-nous fait un quart de lieue qu'en 6 coups de fusil, j'avais tué 2 lièvres et 3 perdrix. Je dois l'avouer en toute humilité, ces 2 lièvres et ces 3 perdrix appartenaient à monsieur de Girardin-Brégny. Aussi, comme mon chien apportait la 3e perdrix, Paillet donna-t-il le signal convenu. Le garde champêtre apparaissait à l'horizon, se découpant à vigueur sur le ciel blanchâtre et cotonneux, tel qu'un de ces bergers ou de ces campagnards aux grosses guêtres que de Caen ou Jadin mettent dans leur paysage comme un point de comparaison avec quelque orme isolé et tordu. La manœuvre était indiquée d'avance. En un instant, je fus à cheval, piquant des 2 et emportant avec moi les pièces de conviction. Le dialogue entre Paillet et le garde champêtre fut long et animé, mais il se termina comme je l'avais prévu. Paillet tira majestueusement une pièce de 20 sous de la bourse commune, et le total des dépenses fut porté à 7 francs. Là était la perte, mais comme profit, nous avions 2 lièvres et 3 perdrix. Paillet me rejoignit, je restai à cheval, et il se mit en chasse à son tour. Nous alternâmes ainsi. À 10 heures du matin, nous étions à Dammartin avec 3 lièvres et 8 perdrix. Sur 2 gardes champêtres qui nous avaient abordés de nouveau, l'un avait majestueusement refusé les 20 sous, l'autre les avait bassement acceptés. Nos fonds étaient donc réduits à 27 francs. Mais nous avions fait plus de la moitié du chemin, mais nous avions 3 lièvres et 8 perdrix. Comme je l'avais prévu, nous en fûmes quittes pour 1 lièvre et 3 perdrix, et encore fûmes-nous généreux. Nous eussions pu nous faire rendre notre monnaie en alouettes.
À 11 heures, nous nous remettions en route et nous marchions en ligne droite sur Paris, où nous entrâmes à 10h30 du soir, moi à pied et Paillet à cheval avec 4 lièvres, 12 perdrix et 2 cailles. Nous avions, au cours de la halle, pour 30 francs de gibier. En arrivant à l'hôtel des Vieux Augustins, Paillet se fit reconnaître et posa ses conditions. Il s'agissait, disait-il à notre hôte, d'un parti considérable que nous avions fait avec des Anglais. Nous avions parié d'aller à Paris et d'en revenir sans dépenser un sou. En conséquence, nous voulions, pour gagner le pari, traiter avec notre hôte de notre chargement de gibier. Moyennant nos 4 lièvres, nos 12 perdrix et nos 2 cailles, notre hôte s'engageait à nous nourrir et à nous coucher 2 jours et 2 nuits, nous, notre cheval et notre chien. En outre, au départ, il devait nous munir d'un pâté et d'une bouteille de vin. À ces conditions, notre hôte déclara qu'il faisait une bonne affaire et nous offrit un certificat par lequel il attesterait que, chez lui du moins, nous n'avions pas dépensé un sou. Nous le remerciâmes en lui disant que nos Anglais nous croiraient sur parole. Nous nous orientâmes, Paillet et moi, et nous allâmes prendre un bain. Avec toute l'économie possible, il nous fallut prélever sur notre reliquat une somme de 3 francs 50. Nous nous trouvâmes donc réduits à 23 francs 50 centimes. Nous avions dépensé un peu moins du tiers de notre avoir, mais nous étions arrivés et nous avions la table et le lit assurés pour 48 heures. Malgré la fatigue de la journée, je dormis mal. J'étais à Paris. J'enviais mon chien qui, couché sur ma descente de lit, tranquille d'imagination, éreinté de corps et insoucieux de l'endroit où il se trouvait, ne fit qu'un somme. Le lendemain, je m'éveillai à 7 heures. En un tour de main, je fus prêt. Deleuven demeurait rue Pigalle, numéro 14. C'était à 1 lieue à peu près de la rue des Vieux Augustins, mais bah, qu'importait. J'avais bien fait 10 ou 12 lieues la veille, sans compter les tours et détours, je pouvais bien en faire une le lendemain. Je me mis en route. Paillet avait ses affaires, moi j'avais les miennes. Nous ne nous trouverions probablement qu'à dîner, et peut-être même le soir. Je sortis de la rue des Vieux Augustins, par le côté de la rue Croix des Petits Champs, je marchai droit devant moi. Je vis un passage où s'engouffraient beaucoup de gens et où sortaient beaucoup d'autres. Je descendis 7 ou 8 marches. Je me crus perdu. Je voulus remonter, mais j'eus honte. Je continuai mon chemin. Je tombai dans la rue des Valois. Je venais, du premier coup, de faire connaissance avec le plus hideux passage de Paris, le passage de la rue Neuve des Bons-Enfants. Je traversai un autre passage qui se trouvait devant moi et me trouvai devant le Palais Royal. J'en fis le tour, la moitié des boutiques étaient encore fermées. Je m'arrêtai devant le Théâtre Français et je vis sur l'affiche « Demain lundi, Scylla, tragédie en 5 actes et vers de M. de Jouy ». Ah, je jurais bien que d'une façon ou de l'autre, dussé-je porter atteinte à la bourse commune, je verrais Scylla. D'autant plus qu'on lisait en grosses lettres sur la dite affiche « Monsieur Talma remplira le rôle de Scylla ». Cependant, comme mieux valait y aller par l'entremise d'Adolphe, je m'informai immédiatement du gisement de la rue Pigalle et je me mis en route. Après bien des tours et des tours, j'arrivai à mon but vers 9 heures du matin. Adolphe n'était pas encore levé, mais son père se promenait dans le jardin. J'allai à lui. Il s'arrêta, me laissant venir, la main étendue vers moi. « Eh bien, me dit-il, vous voilà donc à Paris ?»« Oui, monsieur Deleuven. »« Pour longtemps ?»« Pour 2 jours. »« Que venez-vous faire ?»« Je viens voir 2 personnes, Adolphe et Talma. »« Ah ça, mais vous êtes donc devenu millionnaire que vous faites de pareilles folies ?» Je racontai à M. Deleuven la façon dont nous avions fait la route, Paillet et moi. Il me regarda un instant. « Ah, vous arriverez, vous, me dit-il, vous avez de la volonté. Allons, courez éveiller Adolphe, il vous conduira chez Talma qui vous donnera des billets, puis vous reviendrez déjeuner ensemble ici. » C'était bien là mon affaire. Je pris des renseignements sur la topographie intérieure de la maison et je me lançai. Je n'ouvris que 2 portes avant de trouver la porte d'Adolphe. L'une était celle de Gabriel Arnaud, l'autre celle de Louis Arnaud. Je m'étais égaré dans l'appartement du premier étage. Louis me remit dans le bon chemin, j'arrivai enfin chez Adolphe.
Adolphe dormait à lui seul comme dormaient les 7 dormants. Mais eussé-je eu affaire à Épiménidès, je l'eusse réveillé. Adolphe se frottait les yeux et ne voulait pas me reconnaître. « Allons, lui dit-il, c'est moi, c'est bien moi. Réveillez-vous, habillez-vous et allons chez Talma. »« Chez Talma, quoi faire? Auriez-vous par hasard une tragédie à lui lire ?»« Ah non, mais j'ai des billets à lui demander. »« Que joue-t-il donc ?» Je tombais de mon haut. Adolphe, habitant Paris, ignorait ce que jouait Talma. Mais à quoi pensait-il, le malheureux? Ah, ce n'était pas étonnant qu'il n'eût pas encore placé mon pèlerinage à Ermenonville et fait jouer nos pièces. Adolphe se leva et s'habilla. À 11 heures, nous sonnions à la maison de la rue de la Tour des Dames. Mademoiselle Mars, mademoiselle Duchesnois et Talma y demeuraient porte à porte. Talma était à sa toilette, mais Adolphe était un familier de la maison, on l'introduisit. J'étais de la suite d'Adolphe, comme Hernani de celle de Charles Quint. J'entrai donc tout naturellement derrière Adolphe. Talma avait la vue très courte. Je ne sais pas s'il me vit ou s'il ne me vit pas. Il se lavait la poitrine. Il avait la tête à peu près rasée, ce qui me préoccupa beaucoup, attendu que j'avais 10 fois entendu dire que dans Hamlet, à l'apparition du spectre paternel, on voyait les cheveux de Talma se dresser sur sa tête. Il faut le dire, l'aspect de Talma dans ces conditions était assez peu poétique. Cependant, quand il se redressa, quand le torse nu, le bas du corps enveloppé d'une espèce de grand manteau de laine blanche, il prit un des pans de ce manteau qu'il terra sur son épaule et dont il se voila à moitié la poitrine, il y eut dans ce mouvement quelque chose d'impérial qui me fit tressaillir. Deleven lui exposa notre demande. Talma prit une espèce de stylet antique, au bout duquel était une plume, et nous signa un billet de 2 places. C'était un billet de sociétaire. Outre le billet de service qu'il recevait les jours où il jouait, les sociétaires avaient le droit de signer tous les jours 2 places. Alors Adolphe lui dit qui j'étais. À cette époque, j'étais le fils du général Alexandre Dumas. C'était tout, mais enfin, c'était déjà quelque chose. D'ailleurs, Talma se rappelait avoir rencontré mon père chez Saint-Georges. Il me tendit la main, j'avais grande envie de la lui baiser. Avec mes idées de théâtre, Talma était un dieu pour moi, dieu inconnu, c'est vrai, inconnu comme Jupiter l'était à Sémélé, mais dieu qui m'apparaissait le matin et qui allait se révéler le soir. Nos 2 mains se touchèrent. Oh, Talma, si tu eusses eu 20 ans de moins ou que j'eusse eu 20 ans de plus. Tout l'honneur fut pour moi, Talma. Moi, je savais le passé, toi, tu ne pouvais pas deviner l'avenir. Si on t'avait dit, Talma, que la main que tu venais de toucher écrirait 60 ou 80 drames, dans chacun desquels, toi qui cherchais des rôles toute ta vie, tu eusses trouvé un rôle dont tu eusses fait une merveille, n'est-ce pas que tu n'eusses point laissé partir ainsi le pauvre homme, tout rougissant de t'avoir vu, tout fier de t'avoir touché la main? Mais comment eusses-tu vu en moi, Talma, puisque je n'y voyais pas moi-même?